Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver comme chaque mercredi pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Qualita pour participer à cette émission. Vous savez comment il faut faire. Il faut appeler le 050 430 80 20. C'est le numéro de notre boîte vocale. Vous nous appelez, vous nous laissez un message avec bien entendu vos coordonnées et nous vous rappellerons pour participer à cette émission. Et tout de suite, nous avons en ligne notre première auditrice, Eliane. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, merci Olivier. Alors Eliane, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui actuellement. Je crois même qu'il y a eu en tout cas une manifestation à Paris hier soir, mardi soir, et qui est une manifestation contre la désinformation dans les médias, surtout dans les médias français, la désinformation concernant bien entendu Israël et de quelle manière Israël était traité dans les médias. Et c'est un sujet sur lequel vous voulez réagir. Oui. Bah, de toute façon, il n'y a rien de nouveau. Hein. Donc, voilà, c'est juste absolument... ça nous met la rage à tous et puis ça nous fait peur. Et en fait, alors on va réfléchir quelles sont les solutions. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des solutions Alors, écoutez, la première question. Pour ma part, j'habitais sur la place de la Fontaine des Innocents à Paris. Tous les samedis, j'avais, mon Dieu, ce que j'avais pas sous mes fenêtres. Donc, ils ont eu raison de moi. Et je suis partie, voilà. Et je suis en Israël, j'écoute plus France 2, mon Dieu, quelle libération. Voilà, mais alors de temps en temps, à 1h du matin, j'ai des copains qui me balancent le point. Alors, Israël la France doit-elle rappeler son ambassadeur en Israël ou des sondages, le monde est-il trop n'est pas assez intransigeant avec Israël, enfin des trucs comme ça qui vous mettent la nuit blanche de rage. Ouais. Alors, donc, et nous, après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va sur les réseaux sociaux, on commence à se déchaîner. Voilà, exactement. Certains s'expliquent, d'autres les insultent, etc. Bon, de toute façon, on est quand même une goutte d'eau dans un océan, face à un océan. Il y a des intérêts là-dessous. Il y a une lâcheté française évidente, mais d'un autre côté, il paraît qu'une bonne partie de la France a été rachetée par le Qatar, donc on comprend très bien pourquoi. Et puis, en fait, si vous voulez, le problème, ce matin, je lisais justement un article que Metula News a fait paraître et qui est très intéressant parce qu'il parle de l'histoire, en fait, de la cause palestinienne. En fait, c'est une invention du KGB et des services secrets égyptiens pour transformer cette Israël, qui était en fait une victime de racisme génocidaire arabe, en Israël, pays colonialiste, impérialiste, dominateur, humiliant le pauvre petit peuple palestinien. Voilà. Donc tout ça a super bien marché parce qu'en fait, il faut quand même réaliser dans le monde, il y a des millions de réfugiés et des vrais malheureux et qui touchent 3 fois rien, qui sont pas aidés et dont personne ne parle. Alors la question c'est pourquoi en effet les Palestiniens en parlent autant. Dernièrement, j'ai fait des recherches pour trouver vraiment le chiffre qui m'étonnait énormément. Combien de Palestiniens sont morts en 70 ans tués par Israël? 24 000. Ok. C'est ahurissant. Vous demanderiez à n'importe qui chez BDS. Il y en a des millions. Le génocide. On regrette quand même ces 24 000 de toutes les manières déjà. Oui, non, mais attendez, franchement, alors on va parler un peu de l'armée israélienne, là. 2 secondes, là. On va revenir à Gaza ces derniers temps. Il y a quand même eu 8 semaines, on va dire, avec une moyenne de 10 000 manifestants assez violents pendant 8 semaines. Bon, ça nous fait presque quand même un demi-million. Sur un demi-million, il y a eu 100 morts. Franchement, quand on compare à l'armée française qui, en Côte d'Ivoire, avait tué 63 en une journée, en 2004, eh bien, on va dire une seule chose, bravo l'armée israélienne, je suis fière de vous. Et puis, je dirais même, ces soldats-là, ils me protègent. Ils nous protègent, c'est sûr. Hors de question que je les juge, que je me permette de les juger. Je n'ai qu'une seule chose à leur dire, c'est bravo. Et quand je vois qu'en 70 ans, il n'y a eu que 24 000 morts côté palestinien, mais je crois qu'on mérite la palme du monde. Alors, comment vous expliquez que les médias, que ce soit les médias français, mais c'est aussi dans d'autres pays, n'arrivent pas à faire la part des choses, justement
Les journalistes base, les journalistes sont quand même des gens intelligents. On va pas. alors, pas du tout, excusez-moi, je vous interromps, Olivier. Avant de partir de France, je passais beaucoup de temps à parler sur les radios françaises, à téléphoner aux rédacteurs en chef des services étrangers de plusieurs chaînes de télévision. Et figurez-vous que je leur donnais un cours d'histoire. C'est-à-dire que c'est de l'ignorance. Attendez, ils ne savent rien. Ils sont rédacteurs, ils rédigent l'info. Ils n'ont aucune idée de l'histoire de la Palestine. Rien. Ils ne savent rien. C'est juste la mouvance, c'est Israël à chaque fois, et de nouveau on retombe dans cette hystérie collective. De toute façon, c'est vraiment de la récupération politique pour les politiques. C'est le sujet qui réunit tout le monde et qui a toujours été les Juifs. Écoutez, tout ça, on a affaire à des lâches, quoi. Voilà. Non, mais j'essaie quand même de comprendre ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est d'un côté de l'ignorance, et puis c'est aussi pour entrer dans une vague, dans ce qu'on appellerait peut-être de ressembler aux autres, peut-être une mouvance peut-être de anti-israélienne et pro-palestinienne qu'on peut pas changer. Ils ont des patrons. Ils ont des patrons. Commande. Moi, j'avais ma voisine qui travaillait chez TF1. Quand il y a eu le World Trade Center avec Ben Laden, Arafat a distribué des bonbons dans les rues. La journaliste envoyée spéciale de TF1 qui a envoyé ces images-là, elle a été virée. Ah oui. D'accord ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, ne parlons pas de France 2, mon Dieu, au secours, quoi. Je sais pas. Voilà, moi, je pense que déjà, premièrement, les journalistes sont des gens à qui on donne le pouvoir de semer des guerres. Et côté palestinien, s'ils n'avaient pas les journalistes pour mettre de l'huile sur le feu tout le temps, on aurait peut-être un jour fait la paix. Faut pas rêver non plus parce qu'ils ont été inventés pour nous détruire. Là, je suis pas dupe non plus là-dessus. Donc, les journalistes sont des gens très dangereux. Mais pour en finir, raconter leurs bobards et leur propagande qui sèment la haine et la mort, c'est gratuit pour eux. Il n'y a pas de punition. Moi, je pense que le gouvernement israélien devrait passer en jugement tous les journalistes dans le monde entier qui sèment la haine contre le peuple en mentant, en faisant de la propagande. On soit bien d'accord. S'ils diffusent des images et des choses qui sont réelles et vraies, il n'y a rien à dire. Mais à partir du moment, il n'y a aucune déontologie, quoi. Ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, c'est totalement gratuit. Plus ils en foutent plein la vue, plus ils sont payés. Donc il faudrait peut-être agir de la même manière dont on va dire entre guillemets nos ennemis agissent. C'est ce que vous dites ? Non. Non. Pourquoi comme nos ennemis agissent, on va pas les tuer ? Non, mais de la manière, en tout cas dans les médias, c'est-à-dire qu'il y a un côté exagéré, des vérités qui ne sont pas dites ou des. Il faut arrêter d'être dans la défensive et commencer à s'occuper un peu de l'attaque. Nous avons aussi le pouvoir de déranger. Si tous ces journalistes se verraient interdits, y compris les politiques, se verraient comme on l'a déjà fait avec comment il s'appelle du Parti communiste là. C'est très bien. Tu craches sur mon peuple, tu sèmes l'antisémitisme, tu sèmes la haine sur mon peuple. Déjà, tu mets plus un pied chez moi. Et les journalistes, c'est la poule aux œufs d'or pour eux, le cause palestinien. Donc déjà, s'ils peuvent plus venir par ici, ils vont peut-être réfléchir à deux fois. Il faut, je veux dire, on a quand même le pouvoir. Ces gens-là devraient être jugés. Tu arrives en Israël, tu vas en prison. Oui. Voilà, c'est tout. Tu as été jugé. Oui, mais dans ces cas-là, on a bien entendu tous les autres organes de presse qui nous tombent dessus. Alors attendez, et Olivier, excusez-moi, franchement, mais qu'est-ce qu'on a à perdre ? Ouais. Tous les autres, excusez-moi, les autres organes de presse, est-ce qu'ils ont le courage de nous défendre ? Est-ce qu'ils ont le courage de condamner cette hystérie collective qui montre l'antisémitisme ? Aujourd'hui, l'antisémitisme est à la mode, la parole est libérée. Mais on va où là ? Il faut arrêter de croire que parce qu'on va être gentil et qu'on encaisse les coups et qu'on les rend pas, qu'ils vont moins nous frapper. Donc il faut vraiment passer à l'attaque, une attaque médiatique, une attaque médiatique. Ça suffit, il y a plein de choses à faire pour nous aussi montrer qu'on rigole plus là. Ça suffit, moi personnellement, je veux dire, je suis fâchée quoi. Moi j'ai ma famille en France, je tremble pour eux. Arrêtons. Donc on rend les coups.
non, même pas on rend les coups, on rend la justice, soyons bien clairs. Tu sèmes l'antisémitisme, c'est puni par la loi. Tu as été jugé en Israël, voilà. Si tu mets le pied en Israël, tu vas en prison pour tant de temps. Ok. Voilà, ça c'est une idée. Maintenant, il y en a non, bien sûr. d'autres. Mais en tout cas, l'idée est de passer à en bref, l'idée c'est de passer à l'attaque. Déjà, commencer par faire savoir qu'il n'y a eu que 24 000 Palestiniens en 70 ans qui ont été tués pour ridiculiser l'histoire. Et puis il y a les autres malheureux sur la terre. Il y en a des vrais, quoi. Il faut aller les voir, il faut leur dire. Bien sûr. Je lisais un chiffre. À l'UNRWA, par exemple, il y a 6500 fonctionnaires qui travaillent rien que pour les Palestiniens. Oui. Et pour les 110 autres pays de réfugiés, il y a 6300 fonctionnaires. Oui, puisqu'il faut rappeler à nos auditeurs qu'il y a une agence qui s'occupe que des réfugiés palestiniens, qui sont par définition déjà plus des réfugiés, puisque depuis 70 ans, ils n'ont plus la définition. Ils ont le monopole de définition de malheureux. Et il y a une autre agence qui s'occupe de tous les autres réfugiés du monde. Voilà, donc en fait, il faudrait vraiment faire comprendre pourquoi les Palestiniens sont à ce point. Pourquoi est-ce que cette cause, elle a autant marché? Parce qu'elle a été manigancée par des organisations politiques complètement. Donc faut vraiment, je pense que la seule, en fait, si ça les a menés où? De faire toute cette propagande mondiale. Est-ce que les Palestiniens vivent mieux? Ouais. Est-ce qu'on a fait la paix? Est-ce qu'il y a une solution là? Cette propagande ne mène nulle part parce qu'ils auront beau nous diaboliser et nous faire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, on n'ouvrira pas les portes avec des mecs qui ont été élevés pas dans d'autres buts que de nous manger vivants, quoi. Donc alors ça se passera pas. Alors si on aime vraiment les Palestiniens, si on veut vraiment les sauver, que ces gens-là ils aient une meilleure vie, qui s'intègrent, qui vivent comme les Arabes israéliens vivent ici, qui vivent chez eux bien, il faut déjà commencer par démanteler la cause qui est juste délirante. Oui. Commencer par démanteler la cause palestinienne en totalité. Expliquer d'où elle vient, pourquoi elle a été construite, pourquoi elle a aussi bien marché, pourquoi c'est une imposture. Et à ce moment, peut-être avec la génération d'après, on pourra parler de paix. Très bien. Merci beaucoup, Eliane, d'avoir apporté cet éclaircissement sur les médias français et sur la manière dont il faut se battre contre tout ce qui est désinformation. Au lieu d'aller insulter Pierre et Paul sur les réseaux sociaux, il faut balancer des docs d'histoire, des liens sur l'histoire, sur rien que de l'histoire. Tous les échanges sur les réseaux sociaux ne fait que monter la haine et c'est pas constructif du tout, quoi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Merci. Voilà, nous continuons à présent notre émission et nous recevons à présent Valérie Alphon. Bonjour Valérie. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler d'un sujet qui va être d'actualité très rapidement puisque nous sommes déjà presque début juin et dans un mois ce sont les grandes vacances et les grandes vacances, qui dit grandes vacances dit dépenses bien entendu. Alors vous êtes spécialiste du budget, vous allez nous rappeler le nom du livre que vous avez écrit sur ce sujet. Slow Shopping Therapy, c'est paru chez Albin Michel. Voilà, vous êtes donc spécialiste du budget familial, on va dire. Exactement. Et donc, on va plus exactement parler ce matin avec vous des dépenses qui sont liées aux grandes vacances. Et on a un peu l'habitude, ou on peut croire en tout cas, que lorsque les vacances, il y a des dépenses inévitables à faire. Ouais. Alors oui, c'est ce qu'on croit, mais c'est vrai qu'on peut réduire le budget vacances. Je vais donner un exemple. Il y a quelque temps, j'ai donné une conférence devant des mamans sur ce sujet. Et puis, ce qui est sorti de là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui ont l'habitude, quasiment tous les jours, d'amener leurs enfants manger une glace ou aller, par exemple, au canyon. Vous savez, parce que les centres commerciaux en Israël, ils organisent des activités gratuites pour les enfants. Oui. Et donc ça, c'est en fait pour attirer les parents. Il se trouve que quand ils vont là-bas,
et ils vont acheter à manger, puis ils vont acheter un petit jouet, et puis ils vont acheter encore un vêtement, et puis voilà. Et puis après, on se retrouve avec 200 shekels, et on a dit, oui, mais parce qu'il fallait sortir, c'est les vacances. Alors déjà, il y a ce piège, on va dire, du centre commercial. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas y aller, mais on peut y aller en se disant, on va rien acheter. Je crois que c'est quand même difficile, hein. Enfin, en tout cas, les gens qui vont, en général, ils vont acheter un truc, parce qu'ils ont faim, parce que ça. On est attiré par beaucoup de choses, surtout. Exactement. En fait, c'est même un concept qui est assez nouveau. C'est de plus en plus. D'ailleurs, il va y en avoir un nouveau à Hadera là qui va s'ouvrir. Ça va être donc plein de boutiques. Et puis à côté, une espèce de piscine avec des vagues. Enfin voilà. Mais en fait, on profite d'avoir donc des attractions pour attirer les gens dans les boutiques. C'est un concept aujourd'hui nouveau des centres commerciaux. Hein. Et donc en vacances. C'est un peu le danger. C'est la première chose déjà le danger des centres commerciaux, donc. Exactement. Et puis cette habitude aussi de sortir. Quand on est à Natania, ça va être le Kika, vous voyez, alors on va au Kika, et alors on va à Coffee, c'est encore peut-être pas cher à Coffee, enfin si vous avez plusieurs enfants, si vous voulez racheter de la glace, encore autre chose, un petit gâteau, etc., ça chiffre très vite, si on fait ça tous les jours. C'est ça en fait, parce que vous dites, oui, c'est les vacances, il faut. Et donc ça, c'est la première chose. C'est essayer de se donner un budget peut-être par semaine, hein, c'est-à-dire faire peut-être comme un calendrier vacances, parce qu'on a quand même 2 mois, c'est long 2 mois. Bien sûr. En Israël, hein, les vacances, c'est pas un mois en général. Hein, on prend quelques jours de vacances. Ça va pas des parents qui travaillent. Bien sûr. Donc ça crée donc en fait des difficultés autour de ça, puisqu'on ne sait pas trop comment occuper des enfants. Voilà, et on ne sait pas occuper des enfants, et donc tout de suite la solution miracle entre guillemets, c'est on va payer, on va. Voilà, et puis on veut se donner, enfin en tant que parent, on veut souvent se donner bonne conscience en disant bon voilà, alors on part pas peut-être, on fait pas de longs voyages, des choses comme ça, et puis alors bon, alors quand même, on va aller sortir, on va aller au centre commercial, on va aller à droite, à gauche, et là aussi on se rend compte que toutes ces petites dépenses en fin du compte, ça fait beaucoup d'argent. C'est exactement ça. C'est vrai, cette histoire on a envie de compenser. Alors bien sûr, je comprends tout à fait les parents, ils se disent, mais il faut les comprendre, des enfants, qu'est-ce qu'on va faire avec eux, etc. Mais alors, et c'est là où on réfléchit de manière créative. Ça, il faut donner des solutions alternatives. Voilà, exactement. On dit, bon, on fait ça, alors on fait quoi? Il faut faire des choses qui sont gratuites, mais il y en a plein. Alors justement, quand on arrive, quand on habite dans une ville comme Natania ou autre, enfin des villes où il y a la plage, c'est clair qu'on peut aller faire des pique-niques à la plage, ça coûte rien, on achète la pastèque, on achète des choses, donc pas locales, hein, pas autour parce que je veux dire c'est toujours plus cher, hein, mais on va venir avec des trucs de la maison, à manger, on fait des pique-niques, c'est-à-dire on fait des trucs, l'idée c'est casser la routine, c'est faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Alors, l'idée, c'est regarder sa ville comme des touristes. On habite à Jérusalem, par exemple, et on va faire des visites qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il y a des choses qui sont vraiment pas chères ou quasi gratuites. Donc, pourquoi ne pas les faire dans sa propre ville? Faire comme si on était tous. En fait, c'est ça en fait qu'il faut faire, parce que pourquoi on part en vacances? Pour casser la routine. C'est toujours, vous voyez, dans les aéroports, vous avez des gens qui habitent à Paris, ils viennent en vacances en Israël, et puis les gens qui sont en Israël, ils disent j'aimerais bien faire les vacances à Paris. C'est pas parce qu'ils sont bizarres, c'est juste qu'ils ont envie de casser la routine, de voir autre chose que ce qu'ils voient quotidiennement. Mais l'idée, c'est que oui, on peut essayer de casser la routine, mais dans notre propre ville, si on n'a pas les moyens de partir au bout du mois. Donc chercher des choses qui sont proches de la maison, qui sont gratuites, et il y en a beaucoup. On en donnera bien entendu aussi, on donnera des renseignements de ce genre dans les émissions de Studio Kalita, toutes ces activités gratuites dans les différentes villes pendant ces 2 longs mois de vacances. D'autres petites astuces, je dirais, justement pour aider les parents et les enfants pendant ces 2 longs mois de vacances, pour que ce ne soit pas trop une lourde charge pour le budget familial? Oui, alors ça dépend évidemment de l'âge des enfants. Si on a des enfants qui sont petits, alors il y a le problème des caïtanotes. Alors déjà, il y a des caïtanotes de l'école, hein, donc c'est déjà pendant les 3 premières semaines de vacances, en juillet, donc ça c'est pas mal. Et puis aussi il y a des caïtanotes parentales, parce que quand on travaille, ça c'est vraiment un très bon plan. On se met un groupe de parents, chacun des parents prend un jour, il s'occupe de ses enfants et les enfants des autres du groupe. Et donc, en une semaine, vous voyez, on peut faire ça. Alors,
d'accord, on va pas prendre 5 jours, on va prendre chacun un jour. Ouais. Donc, et on s'occupera des enfants des autres. Ça, c'est très sympa parce que les enfants sont très contents d'être ensemble. Les moments, c'est entre guillemets un coût minimal parce qu'elles vont prendre 5 jours, elles vont prendre 7 jours. Et c'est vraiment pas cher parce que du coup, on organise une activité. La maman en charge, elle celle qui fait l'activité. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, je connais plein de mamans qui l'ont fait et qui sont très contentes. Et alors quand on a, oui, pardon. Non, allez-y, Valérie. Et quand on a les ados, alors les ados, d'abord ils doivent travailler. Alors, est-ce que justement, est-ce qu'il faut pousser les adolescents à avoir des jobs ce qu'on appelle des jobs de vacances? C'est super. Vraiment, moi je suis convaincue que ça donne énormément aux enfants. Alors, je sais pas si vous avez lu mon post dans Facebook dernièrement, mais je me suis rendu compte en fait, en allant à l'une de mes conférences, que en hébreu, nos vacances c'est chofesh, c'est les mêmes lettres que chapes. Chercher. Eh oui. Et donc, mais pas que chapes, qui on est, ce qu'on est censé faire. C'est-à-dire que c'est une opportunité de se connaître. Parce que justement, on a ces moments d'ennui, et c'est pendant les moments d'ennui où on a la possibilité de réfléchir sur ce qu'on voudrait faire, sur ce qu'on aimerait faire, sur qui on est. Et aussi, pour les ados, de développer leur capacité d'initiative, d'autonomie, de responsabilité, selon les travaux qu'ils vont choisir, d'endurance, de détermination. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça apprend beaucoup, c'est vrai. Énormément. Et qu'on le fasse. Alors, déjà, au niveau des âges, entre 14... Alors, a priori, on pourrait travailler à partir de 14 ans, mais c'est compliqué parce que les employeurs aiment pas trop. Parce que, légalement, on peut, mais c'est une galère. Parce que il faut remplir un papier, etc. C'est un peu jeune, 14. Par contre, dès 16 ans, sans problème. Tout le monde vous veut. Voilà, faut bien savoir qu'il y a des tarifs. J'ai donné un salaire minimum pour les jeunes, selon l'âge, qui est réglementé. Et ils doivent payer les transports, etc. Bien sûr. Mais c'est extraordinaire. Et aussi, il y a aussi la possibilité de faire de l'aide-input. Du volontariat, du bénévolat, bien sûr. Voilà, c'est extraordinaire aussi. D'ailleurs, pour les 14-16 ans, c'est ce qu'il y a d'idéal pour eux, puisqu'ils ne peuvent pas encore travailler vraiment, etc. Et donc, leur proposer de faire du bénévolat. Et très souvent, d'ailleurs, il y a des kétanotes, des centres aérés qui sont organisés, qui cherchent comme ça des moniteurs bénévolement pendant 2-3 semaines. Et ça permet d'occuper surtout les enfants. Et ça c'est une expérience aussi assez extraordinaire pour ces enfants de tout d'un coup s'occuper d'autrui. C'est exactement ça. C'est vraiment dire qu'est-ce qu'on va faire passer à nos enfants. C'est ça en fait. C'est une réflexion. Les vacances, c'est aussi une réflexion sur ce qu'on va faire passer à nos enfants. On a envie qu'ils soient autonomes, qu'ils apprennent des valeurs d'entraide, de partage, qu'ils soient justement, qu'ils connaissent un peu la réalité de la vie. Donc c'est génial. Moi, alors est-ce que pour se résumer, et c'est un peu d'ailleurs toute l'idée de votre livre, Valérie, c'est est-ce que en fait il faut prévoir vraiment d'une façon concrète, exactement, pratiquement jour par jour, faire un programme pour la famille et pour les enfants de ce qu'on va faire pendant les vacances pour éviter justement des dépenses inutiles? Ouais, alors, jour par jour, je sais pas, ça dépend, mais il y a des gens qui aiment bien être au taquet, tout savoir jour par jour, ça dépend un peu de notre personnalité, de la manière dont on fait des choses. Mais oui, il vaut mieux, c'est bien parce que même pour les enfants, parce que comme ça, les enfants aussi vont se dire, les enfants vont être contents d'avoir un plan, un programme. Déjà, même ils doivent vous dire qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances. Est-ce que vous pensez et ça les rassure quelque part les enfants. Donc oui, alors d'un côté pour ça, et puis aussi au niveau du budget, bien sûr, parce que c'est clair que si on n'a pas de plan, alors on va travailler, on va agir de manière impulsive et pas réfléchie, et ça va avoir des conséquences sur notre budget, ça c'est clair. Très bien. Bon, on va souhaiter à tous nos auditeurs de passer un bon été, Chofesh Naïm, et qui nous revient pas trop cher non plus. Voilà. Et en bonne santé. Et en bonne santé, et dans la joie. Et surtout dans la joie, exactement. Ouais, les plaisirs simples, ce sont les plus beaux. Les moments qu'on passe ensemble, vraiment, je veux dire, mettre le focus sur quoi? Sur ces moments où on passe du temps ensemble, moins du stress de l'année, parce que l'année, avec l'école, tout ça, il y a pas mal de stress. Donc, il peut y avoir du stress. Les examens, tout ça.
c'est justement l'occasion extraordinaire de passer des moments magnifiques avec nos enfants. Et c'est comme ça qu'on devrait aborder les vacances. Pas comme, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, mais ça va être génial. Voilà. On va pouvoir passer des très beaux moments ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Chouette à tout le monde. Merci beaucoup Valérie pour ces bons conseils. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, on termine ainsi notre émission des auditeurs. On vous donne la parole sur Studio Qualita. C'est tous les mercredis, je vous rappelle. Et vous pouvez nous joindre sur le 050 430 80 20 pour laisser un message et pour nous participer tout simplement à cette émission. 050 430 80 20. Merci à Ariel pour la réalisation technique. Merci de votre attention et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur ? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.